bienvenue sur ton premier enregistrement de podcast. Ouais, comme ça, les micros et tout, c'est cool. Bah écoute, bienvenue dans The Big Shift, Frédéric. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et ça me fait plaisir d'être ici aussi. Et bah écoute, trop cool. Voilà, on enregistre début novembre cet épisode. Donc là, on va avoir les traditionnelles questions de est-ce que mon logement est une passoire énergétique et comment est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation, pour réduire aussi ma facture d'énergie. Puis comment est-ce qu'on fait pour mieux aussi quand on a son propre logement, quand on est propriétaire, comment est-ce qu'on fait pour améliorer son logement. Toi, tu as monté une boîte qui s'appelle Investir Ensemble, qui a plein d'avantages, mais qui est notamment la première, alors tu me disais TPE, PME, à avoir l'agrément bas carbone en immobilier, ce qui est quand même assez incroyable. Et tu étais au ministère de l'économie juste avant qu'on enregistre, c'est ça? Alors ce matin, c'était le label achat responsable. Achat responsable. Donc, c'est la première TPE à l'obtenir, c'est-à-dire, en fait, quelque part, c'était un énorme avantage, parce que par design, tout le monde se plaint de la difficulté d'avoir des artisans pour pouvoir rénover thermiquement chez soi. Si on prend l'engagement de les payer très rapidement, par exemple, du coup, on n'a pas eu cette difficulté et on a réussi même à faire des challenges qu'on nous dit impossibles, comme avoir un bâtiment pour une dizaine de locataires en moins de 2 mois, alors que d'habitude, on dit il faut 1 an et demi. Là, tu parles en construction ou en rénovation? On peut dire reconstruction, parce qu'il n'y a pas de toiture, même il n'y a pas de fenêtre, il faut refaire de la maçonnerie pour accueillir les fenêtres, donc on est sur de la reconstruction. On va dire qu'il y a une petite base, mais ce qui nous permet de gagner des délais administratifs, parce qu'on est un peu moins contraint avec ce qui s'appelle une déclaration préalable plutôt qu'un permis, mais on est dans les mêmes contraintes techniques de chantier en fait. Et donc ce matin, là, au ministère de l'économie, qu'est-ce que c'était ce achat responsable? C'est comment est-ce qu'on fait pour mieux prévoir ces travaux? Comment est-ce que tu es plus responsable dans des achats quand tu as une boîte immobilière? En fait, il y a plusieurs volets. Il y a le volet délai de paiement. Donc, tous les délais de paiement sont audités. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois qu'il y a 120 sociétés seulement qui ont réussi à obtenir le label sur 2000 grandes sociétés qui ont essayé de l'avoir et qui sont en cours de l'avoir. C'est bien connu que les plus grandes sociétés sont celles qui payent toujours le plus en retard. Et en fait, ils donnaient les chiffres ce matin que malgré un délai de paiement de presque 2 mois officiel, il n'y a que 50% des sociétés qui payent juste, qu'on pourrait dire à l'heure. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point chez nous, c'est que justement, on essaye de faire évoluer notre écosystème. Et la difficulté dans le bâtiment, c'est que tout le monde fait toujours la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent engagés sur la qualité des travaux pendant 10 ans du fait de leur assurance. Ouais, et donc, ils ont une tendance à faire toujours la même chose. Et nous, on va dire, on les éduque, on les sécurise sur de nouveaux procédés. Et en ça, c'est ça qui apporte une certaine responsabilité, achat responsable. Troisième, c'est un peu comme de la commande publique, en fait. C'est être très transparent sur certains critères de pourquoi on choisit telle société plutôt qu'une autre, de les exprimer très clairement, et des pratiques vraiment très poussées contre la corruption. C'est comme si on avait, entre guillemets, le même niveau de lutte contre la corruption qu'une banque. On a eu d'autres labels. Donc on a eu le label, on est la première société en immobilier à avoir le label exemplaire sur l'ISO 14001. Ok, donc certificat qualité. Exactement. Non, pas 14001, pardon. 26 000. Développement durable. Ok. Ça, c'est une grosse fierté, parce que ça, c'est assez récent aussi, à avoir eu le niveau maximal en Europe. Et pour le bas carbone, on est en train de travailler et espérer se faire obtenir le label BBCA, qui est pour les bâtiments bas carbone, pour être les premiers dans notre région. Non pas en construction, il y a quelques sociétés qui l'obtiennent en construction depuis quelques années, mais en rénovation, c'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce qu'en construction, il y a du législatif qui est passé par là. Il y a des contraintes réglementaires, alors qu'il n'y en a pas du tout en rénovation. Et nous, c'était le challenge d'être au top sur ces trucs-là. On a fait par le certificateur BBCA, nous a déjà donné notre pré-audit. Il nous dit, si vous faites effectivement le bâtiment dans ces conditions, vous obtiendrez le label BBCA, mais en plus avec la note maximale. Donc,
excellent. Ouais. On va revenir un peu en arrière. On va parler de ton parcours. Avant ça, est-ce que tu peux juste reculer un tout petit peu ton micro parce que tu parles plus au-dessus que devant et j'aimerais bien qu'on s'assure qu'on parle bien dans le micro. Et allez, je parle dans le micro. Tac. Ça, ce sera nickel. La raison pour laquelle tu passes sur ce podcast, c'est parce que tu es passé dans le podcast de Jérémy, mon associé, qui a un podcast pour les auditeurs fidèles de The Big Shift, vous le savez, sur l'immobilier, sur les investissements immobiliers. Et donc, et vous aviez décidé d'enregistrer un épisode sur comment est-ce qu'on fait pour investir avec des critères d'investissement qui sont différents, c'est-à-dire en sortant un peu de la logique financière à tout prix, mais en intégrant beaucoup d'autres critères de réussite d'un investissement. Et j'ai trouvé cet épisode super intéressant. Et du coup, avec Jérémy, on a décidé que ça pouvait être une bonne idée que tu passes aussi sur The Big Shift. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis me dire si tu as commencé par faire de l'immobilier ou tu as commencé par faire de l'écologie? C'était quoi ta porte d'entrée sur ce projet? C'est une bonne question. Je rajouterais même ce critère qui est assez fondamental si on voulait prouver que même sur l'aspect financier, en le faisant de manière écologique, on était beaucoup plus rentable qu'un projet normal. Et c'est ça le message, c'est de dire en fait, ça coûte pas plus cher si on le fait bien, si on le fait intelligemment. Ça peut être même un vrai gain financier et donc on a intérêt à pousser les gens à s'y intéresser. Mon parcours, à la base, je créais des jeux vidéo. Puis après, j'ai monté une start-up qui m'a permis de gagner quelques prix écologiques puisqu'on évitait des déplacements de techniciens notamment. Et donc tous les 5 ans, on va dire, j'ai changé de secteur. Je me suis intéressé à l'immobilier, mais comme tout le monde, je voulais avoir... je vivais sur Angoulême, je me suis dit, tiens, je regarde le coût du loyer, c'est à peu près le coût du crédit. Et je démarre comme ça. On est en 2016, j'achète une petite maison au centre-ville. Et puis, je me prends à le voir de manière très informatique, comme un SaaS, c'est-à-dire comme un software as a service où il y a un système d'abonnement, en fait, tous les mois. Et je me dis, c'est génial, on va mettre un peu le côté innovation de l'immobilier. Donc, je vois que c'est dans un secteur qui n'a pas beaucoup d'innovation. Et par contre, ça nécessite beaucoup de compétences techniques, de finances, ou autre, qui font que je me suis pris pas mal de claques, en fait. Soit des malfaçons, des arnaques avec des artisans, des difficultés à se faire financer, ou autre. Et arrive le Covid. Et c'est là que je décide d'arrêter ma précédente entreprise sur des lunettes connectées. Et je découvre que finalement, en France, le secteur le plus carboné, c'est l'immobilier, avec 26%. Ouais, c'est ça, un quart. Et on peut dire l'industrie avec 40%, mais l'industrie, c'est vague. Et si on veut le comparer en termes de chiffres, et ça paraît fou, parce que si on se posait la question à n'importe qui dans la rue, c'est quoi le plus carboné entre l'aéronautique, l'aviation et l'immobilier? Tout le monde va répondre naturellement l'aéronautique. Et en fait, l'immobilier, c'est 9 fois plus. Que c'est 1% des gens qui font 50% du trafic mondial, alors qu'a priori, on essaye de faire en sorte que chacun ait un logement. Mais je comprends le point de vue. Mais je suis assez choqué de ça. Je suis assez choqué des dauphins roses qui reviennent à Venise, etc. Mais je me dis, waouh, on ne fait pas grand-chose sur ce secteur qui est, au final, on le rappelle, pas si difficile à décarboner. Autant l'aviation, il va falloir en mettre des milliards... de la R&D, de l'ingénierie pour créer, je sais pas, l'avion hydrogène, un avion hydraulique, enfin un avion spécial, alors qu'on n'a pas du tout besoin d'hydrogène dans l'immobilier. Ça peut être un moyen comme un autre d'énergie, mais ce que je veux dire, c'est que tout existe déjà pour décarboner. Donc je suis choqué de ça, et je suis choqué aussi par toutes ces difficultés que j'ai eues. Donc je décide de retourner à l'école pour faire un master de recherche. Pour tester plein d'hypothèses sur comment on peut être beaucoup plus efficace et puis comment on peut faire pour faire mieux d'un point de vue écologique sur la performance. On en parlait au tout début, comment payer moins sur sa facture d'électricité, comment faire plus bas carbone, comment s'intéresser à la biodiversité, s'intéresser à l'eau. Et c'est là qu'est né le projet Investir Ensemble. Où c'est un soir de Noël, pour ne rien cacher, où je dis à mon père, mais si on était 50 à faire un projet, on s'y connaît tous, et puis chacun a une spécialité. Et puis en fait, j'ai commencé à pitcher tout le monde autour de moi. Quand je dis tout le monde, c'est mon voisin, des locataires que j'avais, des anciens stagiaires, le technicien de la fibre qui venait poser chez moi. Et en 6 semaines, on se retrouve où on est 75 avec 1 million d'euros de réunis.
Et c'est juste incroyable. Il faut peut-être voir qu'on était en Le sortie de pitch, Covid. c'est quoi? C'est il faut qu'on fasse de la rénovation énergétique massive et j'ai les solutions et maintenant j'ai juste besoin d'avoir des gens qui m'aident, qui fassent partie de tous les corps de métier. À ce moment-là, j'ai pas tellement les solutions. On va chercher ensemble les solutions, Ok. et puis si on est tous ensemble, on va profiter des expertises de chacun. Lui, il est très fort en travaux, lui, il est très fort en gestion locative, lui, il est fort en finance, lui, tout le monde a porté un métier, donc c'est une expérience totalement nouvelle. Le seul truc qu'on a trouvé un peu dans la même dynamique, c'était quelque chose qui s'appelait les castors dans les années 50, ou après la reconstruction de la France, qui s'aidaient pour construire des maisons. On construisait les maisons des voisins. Mais je me suis retrouvé dans une position où finalement, j'ai eu des gens qui étaient compétents, parce que la règle, c'était d'avoir s'intéresser à l'immobilier, avoir investi dans l'immobilier, de l'argent, même si c'était qu'1 million, et ça va vite dans l'immobilier, mais ça reste une petite vie pour faire 4 projets, et de la compétence académique pour pouvoir tester plein de scénarios. Et donc, petit à petit, sur le premier projet, ça a été d'abord une grande colocation. On ne prend que des taudis, c'est-à-dire vraiment des biens éclatés. On nous a dit un beau mot, c'est intéressant, et c'est vrai que c'est vrai. C'est du recyclage finalement qu'on fait de bâtiments fonciers, qui évite d'avoir des constructions à côté au final. C'est quoi? C'est des bâtiments abandonnés? Abandonnés, ouais, Qui complètement. sont insalubres au point qu'il n'y a plus personne qui vit dedans, ou On parfois peut il y a pas encore vivre des dedans. gens? Non, ok. Ouais, c'est film d'horreur. Ouais. Il peut y avoir même des nuisibles, des rats, des machins. Donc, c'est de la réhabilitation, détruit, quoi. Même plus que ça. Ouais. Exactement. Et donc le premier pari, dans cette colocation que j'ai fini par vivre avec les habitants 6 mois, en fait, c'était de dire, est-ce que le partage, c'est pas un truc de bon sens de se dire, est-ce que s'il y a une télé, fut-elle plus grande, est-ce que c'est pas mieux que 9 télés? Est-ce qu'on fait pas mieux sur l'eau, sur l'électricité, etc. Et au tout début, c'était pas forcément évident, parce que il y en a qui chauffaient à 27 degrés à la salle de bain, il y en a qui oublient de fermer la fenêtre, etc. Mais dans cet environnement contraint, c'est là où on a découvert comment plein de petites astuces pour réduire la facture énergétique. On va pouvoir donner des exemples concrets. Puis petit à petit, on s'est pris au jeu. On a fait un petit bâtiment aussi en hôtelier, en fait, avec 6 appartements où il y a 0 déchet. On est en passe d'obtenir ce qui s'appelle l'écolabel. Donc c'est un label européen. Il existe aussi pour l'immobilier. Il n'est pas évident à obtenir. Il y en a 0 dans notre département. C'est pour dire que c'est quand même pas évident. Est-ce que c'est aussi parce que aujourd'hui, peut-être, tu disais, les gens, c'est pas qu'on s'en fout, mais personne n'ose s'y aventurer, peut-être? En fait, c'est vraiment, l'info n'est pas facile, alors que une fois qu'on a les connaissances, c'est assez simple de pouvoir expliquer. C'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et tu vas nous en dire plein. Quand on demande un très concret, alors on parle d'énergie, mais même sur l'eau, pour ceux qui nous écoutent, qui par exemple sont en couple avec 2 enfants, je vous pose la question, mais combien consommez-vous d'eau par jour? Est-ce que vous avez la réponse? Je vous invite à réfléchir 5 secondes. Vous mettez en pause si jamais vous posez vraiment la question. Et après, vous faites 365 jours, ça donne une dimension. Et en fait, la moyenne française pour quelqu'un qui fait attention, c'est-à-dire qui ne prend aucun bain, par exemple, c'est 600 € de litres pour une famille. Donc 150 litres par personne par jour. Et oui, ça va vite avec la douche, l'eau pour se nourrir, les toilettes, le lave-linge, les toilettes. Si on se rase, etc. Enfin, ça va vite. Et quand on demande à un plombier, c'est une problématique qu'on voit peu encore, parce que finalement l'eau coûte pas très cher. Encore aujourd'hui, mais ça va monter. Mais si on demande à un plombier, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, il sait pas. En fait, et ce petit travail de recherche, d'analyse, et dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ou autre, on allait sourcer des innovations. Concrètement, par exemple, pour le toilette, on va mettre un toilette un peu plus moderne. C'est-à-dire, on a mis le Water Flush, qui a gagné le concours médaille d'or Lépine, en fait, qui s'adapte sur tous les toilettes. C'est un système qui change le réservoir. Un concours d'innovation reconnu mondialement. C'est ça. Ça va être rentable en moins d'1 an.
C'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est aussi. qu'il y a plus de pression et du coup, en fait, il y a besoin de moins d'eau, c'est ça? Au lieu d'avoir le petit bouton qui est un peu gênant parce qu'il se désaxe ou il y a un peu de maintenance, c'est un cercle avec une manivelle et donc vous poussez ce cercle qui va faire tomber l'eau et juste avec le juste nécessaire. Donc ça peut être juste 1 litre, ça peut être 3 litres ou 5 litres, 5 litres au maximum. Donc déjà c'est mieux que 6 litres pour les toilettes dites modernes. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple que j'avais, c'était aussi le lavabo qui est au-dessus de la chasse d'eau et comme ça, c'est l'eau avec laquelle tu te laves les mains qui est utilisée pour tirer la chasse derrière. Alors ça, c'est, on est souvent dans des solutions un peu de débrouille, mais c'est extrêmement malin. Parce qu'il y en a pas beaucoup où c'est achetable tout de suite. Où il faut un peu une petite astuce, mais c'est vrai que c'est une des meilleures astuces, c'est de réutiliser l'eau en fait. Hein. Et des fois, ça peut être juste, je cuisine avec l'eau des pâtes. L'eau des pâtes, je vais l'utiliser pour arroser les plantes. Ça peut être des astuces aussi comme ça. Donc on a mis des récupérateurs d'eau dans cette première colocation, justement par exemple pour arroser les plantes et qu'on n'utilise pas d'eau supplémentaire pour les plantes. Ça peut être mettre un système qui s'appelle par exemple Hopla avec 2 eaux. En fait, ça va être juste mettre un autre embout à votre évier de cuisine, évier de cuisine, salle de bain. Ouais, ils ont un embout pour chaque. Mettre un autre pommeau de douche et qui vont réduire finalement la consommation de litres d'eau à la minute. Ouais. Et puis à partir de là, vous consommez d'eau, vous n'avez pas cette sensation. Dans ma douche, effectivement, nous on a un pommeau qui est micro-perforé, donc au lieu d'avoir les grosses buses qui font que évidemment il y a moins de débit et il y a plus de débit, mais il y a surtout moins de pression, et donc on met toujours à fond. Là, du coup, on peut mettre effectivement à un quart ou un demi de la pression normale, et puis ça a beaucoup plus de pression parce que c'est de la micro-perforation. C'est hyper malin, mais c'est très très facile à mettre en place. Et ça, tout le monde peut le mettre. Il n'y a pas besoin de compétences techniques. Ouais. Et ça coûte 15 €. Exactement. Tout le système avec Hopla, pour tous les robinets, c'est 22 €. Et avec le pommeau, c'est 42. Et comme ça, on a économisé partout. Et ça, c'est rentable entre 1 à 2 mois. Quand on est soit seul ou une famille, donc c'est un non-sens économique de pas économiser l'eau. En plus, c'est ça que je disais tout à l'heure en préambule. C'est de la folie de pas le faire. On pourra donner des exemples sur ça. Et puis après, en fait, on s'est amusé à tester des solutions un peu plus innovantes, comme par exemple en s'intéressant à la fondation Solar Pulse, ceux qui avaient fait l'avion solaire. Ouais. Ils ont listé 1 millier d'innovations dans l'industrie et dans le bâtiment, qui sont plus écologiques, plus économiques que les solutions actuelles. Donc, il y a souvent des startups qui sont là-dedans. Et donc, on a eu le temps d'analyser un peu tout ce qui a été fait là-dedans. Et on a découvert que dans certains pays, on est plus fort que d'autres sur un sujet. Et par exemple, aux Pays-Bas, ils sont très forts pour récupérer l'eau grise, c'est-à-dire réutiliser l'eau, en fait, quelque part. Donc, par exemple... avec un système qui s'appelle Hydraloop, c'est comme un ballon d'eau chaude un peu amélioré, on va dire. Enfin, ça se style et puis c'est très très beau esthétiquement. Ça va prendre l'eau de la douche et puis ça va la mettre dans les toilettes et puis ça peut le mettre aussi dans la machine à laver et donc au final diminuer très fortement sa consommation d'eau. On a des petits Toulousains qui se sont lancés sur le sujet aussi de la douche dite cyclique. Ouais. J'appuie sur un bouton et puis si j'ai envie de rester une demi-heure sous la douche parce que c'est cool, c'est pas grave parce que l'eau va tourner dans un cycle et puis finalement je reçois l'eau qui est chauffée en permanence. C'est comme si j'étais dans un jacuzzi ou une piscine finalement, quoi. Exactement, je me lave et puis quand j'ai terminé de me laver rapidement, tac, je peux profiter de l'eau avec un petit bouton. Donc le concept de l'eau cyclique est assez intéressant parce qu'il y a plein de projets finalement qui tournent autour de passer de 150 litres à 50 en Europe ou dans les milieux dits occidentalisés, mais en fait, on n'aurait pas besoin de plus de 50 litres. Et tu vois, le truc, premier truc qui me vient en tête quand tu me racontes ça, changer sa buse d'eau, etc., je me dis, ok, bon, c'est encore un petit geste qu'on nous vend à la sauce. Vous allez voir, vous allez changer la planète à coup de pipi sous la douche. Le premier truc que je me dis, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? Mais effectivement, tu vois, si tu arrives à diviser par 3 ta consommation d'eau et que vous êtes 4 dans votre foyer, on est déjà sur quelque chose qui est conséquent. Alors peut-être pas forcément d'une façon économique, parce qu'effectivement aujourd'hui l'eau, ça va, c'est quand même très très abordable, même si ça reflète pas forcément la rareté de la ressource. Mais d'un point de vue rareté de la ressource, diviser par 3 sa consommation d'eau, ça a un vrai sens.
Oui, ça, c'est quand tu mets en place toutes les innovations. Mais pour donner une idée, si 100 personnes font cet éco-geste, c'est 1 million de litres d'eau par an. Donc, si on était des dizaines de milliers à le faire, tout de suite, on peut avoir un impact un peu majeur sur un truc aussi simple et basique. Parce que c'est même pas mis dans les constructions neuves. Parce que c'est pas obligé. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est pas obligé. Donc, c'est un des sujets. Après, il y a encore des innovations qui vont plus loin. Hein. Je sais qu'il y a pas très longtemps, dans Brut, il y avait des collectifs d'ingénieurs qui avaient une douche où ils se lavaient avec 2 litres d'eau. Il y avait avec je les connais bien, c'est les copains du Low Tech Lab. C'est ça. Donc c'est Corentin et Caroline, et en fait ils ont à Boulogne-Billancourt ils ont un test en cours en partenariat avec la ville de Boulogne, où ils ont un appartement où ils ont le droit de faire du low tech du low tech urbain dans tout leur environnement. Alors ils ont leur douche, en fait c'est une pièce humide. Avec des brumisateurs, et du coup elle est en permanence humide, et du coup ils en profitent pour faire pousser des champignons qu'ils vont pouvoir manger après. Ensuite, le toilette n'a pas d'eau. Dans le toilette il n'y a pas d'eau. En revanche, il y a des larves de mouches soldats qui permettent de digérer tout le digestat, et puis ensuite derrière de le réutiliser pour alimenter toute leur serre avec leurs plantes qui leur permettent de se nourrir. Enfin, il y a tout un truc comme ça, et tu te dis, ça, ils sont dans le futur. Ouais. Et surtout, tu te dis, c'est faisable quand tu habites à la campagne ou quand tu as de l'espace, etc. Et ils prouvent ça dans 50 mètres carrés. Alors, c'est pas un petit appart parisien, mais ça reste quand même une surface inférieure à la moyenne de ce que les Français ont chez eux, quoi. Je lance un appel, j'aimerais bien les rencontrer si c'était possible. Et écoute, je te mettrai en contact. Je suis en contact avec Caroline. On va enregistrer un épisode ensemble d'ici la fin de l'année. Trop bien. Et l'idée, ce serait de le faire là-bas chez eux et de faire un épisode un peu vlog où on se rend, enfin, je me rends chez eux et puis on voit un peu comment ça fonctionne. Ça. Voilà, donc très très cool. L'idée là, c'est aussi de repartir peut-être sur les fondements. Tu vois, tu disais tout à l'heure en introduction, finalement, c'est assez simple une fois qu'on a les notions. On voit très bien les choses à faire. Alors là, on a parlé de l'eau, mais il y a énormément sur les matériaux. Qui vont avoir un impact énorme sur la vie du bâtiment en tant que tel. Tu as parlé des 2 premiers exemples. Moi, ça m'intéresserait de comprendre, tu vois, quel est, pour toi, quand tu récupères un taudis comme ça, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir le réhabiliter et le rendre salubre? Est-ce que c'est qu'une somme de tous les petits trucs dont tu me parles, ou est-ce qu'il y a 1 ou 2 éléments qui sont un peu majeurs et qui te permettent de rendre ces habitations habitable et plus écologique? En fait, déjà, par définition, le fait de réhabiliter, ça consomme 19 fois moins de matériaux que de construire. Même si tu repars il n'y a pas de fenêtre, tout est muré, c'est sur le point de s'écrouler, etc. Quoi. Ce qui est hyper carboné, c'est ce qu'on appelle la structure, les murs. Ça, c'est ça qui consomme le plus. La ferraille, le béton. Le béton, ciment, tout ça. Donc, si tu arrives à économiser ça, on a fait un effort incommensurable. Et puis ça t'évite, en rénovant en centre-ville des taudis, de devoir en construire d'autres, parce qu'il y a besoin en logement, il est là en fait. Donc c'est le premier sujet. Je dirais que le deuxième sujet, après, effectivement, il est dans le choix des matériaux, parce que les artisans vont dans le sens du vent aussi, quelque part. On leur demanderait plus de matériaux écologiques, ils iraient, ils feraient un petit peu plus l'effort. Bien souvent, c'est essayer de faire le moins cher possible, et c'est pour ça qu'on retrouve autant de fenêtres en plastique, en PVC. C'est parce que on n'imagine même pas PVC, ça sonne bien. On n'imagine pas que c'est du pétrole, du plastique, ou etc. Pourtant, d'autres feront peut-être un peu plus le choix, un peu plus gaffe à ça si on avait cette prise de conscience en fait. Il y a aussi tellement de choix d'isolants, tellement de matériaux différents qu'on peut vite s'y perdre. Il y en a qui vont être même plus adaptés si ce qu'on appelle aussi la déperdition ou le défaçage pour ne pas avoir les îlots de chaleur finalement. Donc il y en a qui vont être... il y a aussi cette notion de dimension, où en fait on ne sait pas vraiment, est-ce qu'il faut que je mette 120 cm, 140, 160, etc. C'est difficile d'être bien conseillé.
En fait, c'est un des vrais sujets. Ça, c'est très clair. Ouais. Donc, nous, on a fait plein d'expériences. On s'est planté plein de fois, en fait. En disant à chaque fois, on essaie de faire mieux. Vous aviez fait 4 tests et aujourd'hui, vous en avez plus? Aujourd'hui, on a acheté 22 immeubles. Ok. À chaque fois dans des états terribles. Exactement. Dont un, on est assez content. C'est avec une mairie et c'était un petit morceau de rue, en fait. C'est un tronçon de rue. Et c'est génial de se dire, pour nous, investisseurs privés, où déjà, c'est bien d'avoir un appart. Dire, waouh, on a acheté une rue. C'était des challenges comme ça quand on disait des challenges opérationnels, on va dire. Et puis après, c'était à chaque fois, on teste, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux ou autre. Et petit à petit, on progresse. Et donc, on est passé d'une note, par exemple, prenons un exemple très concret sur les DPE. La première coloc, on a rénové avec tout ce qu'on savait de mieux en l'état et on a eu un DPEC. Et DPEC, bon, c'est censé être pas mal, mais tout est neuf, c'est bien isolé, ouais, etc., etc. Et puis après, avec des associés sur un bâtiment un peu taudis, on a fait une isolation thermique par l'extérieur. Donc ça lui a donné un côté un peu neuf. C'était un bâtiment qui était squatté et on a l'impression vraiment qu'il est neuf quoi depuis. Et on a eu un DPED. Et on comprend pas parce qu'on a mis 30 000 euros dans l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis un autre bâtiment, on a un peu moins rénové en plein centre-ville. Et là, on a des DPEC. Donc, en fait, quand on fait un DPE ou au moment où on achète, on a souvent le DPE, les recommandations sont souvent irréalistes. Très génériques ou irréalistes. Ouais. Mettez une pompe à chaleur en plein centre-ville dans lequel l'architecte des bâtiments de France ou même en centre-ville, c'est pas possible. C'est souvent pas possible. Donc c'est dur de suivre ces recommandations. Et en fait, on a eu une vraie bascule au moment donné où un des associés, un couple d'associés plus exactement, on avait un peu marre de pas arriver à aussi obtenir la meilleure lettre parce que c'était souvent par. Ouais, et puis rien que le fait de pas pouvoir prévoir, c'est terrible. Se dire le coup près va tomber, on sait pas à quelle sauce on va être mangé, quoi. Et ça c'est la plupart des chantiers. Quand je dis, c'est peut-être 95% des chantiers de rénovation, en fait. Où on se dit, on va isoler ce mur-là. Oui, ça va être mieux, mais on n'a pas du tout idée de l'impact. Et puis ils ont fait la formation pour être diagnostiqueur, mais juste pour faire la formation, pour essayer de mieux comprendre. Ça leur a donné accès au logiciel. Ils nous l'ont transmis. On avait la chance d'avoir beaucoup d'associés informaticiens. Et donc, on a testé tout. Et en fait, on se rend compte que c'est 10 lignes qui donnent, comme un jeu vidéo, donne accès à un score. Ah, je mets tel radiateur, plus 2. Ah, je mets inertie, plus 4. Et au final, on se bagarre sur trouver la meilleure combinaison. On découvre des aberrations. Par exemple, vous mettez des panneaux solaires, on ne fait pas augmenter la note. Y a des trucs qui sont assez étonnants pour un truc qui est censé baser sur la consommation énergétique. Et puis finalement, on commence à comprendre exactement ce qu'il faut faire. Et à partir de là, sur un bâtiment où le DPE, je crois, était D, pour un appartement qui n'avait aucune isolation. Ça aussi, quand on achetait, on dit mais c'est pas possible, c'est bizarre. Oui, mais en fait, quand vous avez des voisins, donc ça favorise ça. Si vous avez de la mitoyenneté, on se dit que le mur est chauffé, donc il compte pas. Ah oui. Et donc il y a des systèmes dans lesquels, si vous avez des voisins, vous êtes hyper avantagés. C'est une force, une faiblesse, enfin, je sais pas. C'est dans le calcul, mais on peut se trouver avec des anomalies où un appartement n'est pas du tout isolé. Il avait une bonne note. Et puis après, on a essayé de passer vers la meilleure note et on a réussi à comprendre comment obtenir le fameux A. Et A, c'est dans la région Nouvelle-Aquitaine où on fait la plupart des projets, c'est 1 sur 10 000. Alors qu'il y a un objectif, ça aussi c'est assez drôle d'un côté écologique, c'est que les différents objectifs sont écrits jusqu'à 2050. Il y a les accords de Paris, ça a été transmis dans la stratégie nationale bas carbone, dans les régions, et ils disent il faut 100% de logements A ou B. Et quand on dit 100% de logements A ou B, c'est-à-dire que le C et le D ils vont être interdits à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est de la déduction simple. Donc autant s'y prendre maintenant, faire bien, plutôt que dans 10 ans être surpris par des nouvelles réglementations, alors que c'est sûr à 100%, c'est écrit déjà. C'est juste que, bah oui, on interdit d'abord les G, les F, les E, etc. Mais la suite va continuer. Mais alors, comment est-ce qu'on fait, tu vois tu dis, vous avez fait passer un logement de G à A. Ouais.
Donc c'est le grand écart du DPE, il n'y a pas plus grand comme écart possible. C'est quoi la recette miracle pour réussir à faire ça si on a envie d'améliorer le DPE de son appartement? Il y a une dizaine. Alors là, c'est le cas le plus compliqué parce qu'on est aussi un peu dans de la recherche, c'est un peu plus sympa. Il y a des cas qui sont par nature très compliqués. Par exemple, si vous êtes au rez-de-chaussée, là, il faut ramer. C'est-à-dire qu'il faut creuser le sol pour pouvoir isoler le sol, par exemple. Et là, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça s'appelle l'isolation des planchers bas. Ouais, et encore, tu vois, là, moi je pense à mon immeuble parisien. La plupart du temps, on est logé sur des caves, même si elles sont pas accessibles. C'est des caves qui peuvent être isolées. On peut isoler le plafond des caves, par exemple, plutôt que d'isoler le plancher de ton rez-de-chaussée. Exactement. C'est une bonne remarque, effectivement. Et on l'a fait aussi dans un bâtiment. Il faut t'isoles finalement ta cave. Ça sera pas tout à fait le même coefficient parce que en dessous sera pas chauffé. Ouais. Mais ça sera quand même isolé, donc c'est un petit peu mieux. Donc, et puis tu as des ponts thermiques liés au mur, alors que s'il y a des séparations de caves, par exemple, ou ce genre de choses. On a été surpris, le fameux où on avait fait une isolation thermique par l'extérieur, où en fait les murs vers les couloirs n'étaient pas bien isolés. Et en fait, un couloir, vu que c'est pas isolé, on avait beau avoir une enveloppe et du coup le froid ne rentre pas. Enfin, il y a ça, c'est ça tout. Compte pour l'extérieur quand même. Et ça compte comme si c'était dehors. Ouais. Et là, c'est là où on a compris que y a cette dynamique de oui, les couloirs, faites gaffe. Moi, j'ai compris ça en faisant le test. Pour la petite histoire, Bon, il écoutera pas cet épisode, donc il n'y a pas de souci. Je suis en guerre avec mon propre proprio, parce qu'il a augmenté le loyer alors qu'on est en zone tendue et qu'il ne veut pas nous filer le DPE, ce qui est interdit, parce que normalement, un DPE F ou G, on ne peut pas augmenter le loyer depuis le 1er janvier 2023. C'est pas impossible que ce soit la raison. et il ne veut pas nous le donner. Donc, a priori, j'imagine qu'il y a anguille sous roche. Et donc, en simulant le DPE de cet appartement, toutes les simulations le donnent en F, en gros. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il me demandait combien de portes avez-vous donnant sur l'extérieur. Et quand je disais 0, il me disait non, c'est pas possible, vous en avez forcément une, même si vous êtes en appartement. Et donc en fait, effectivement, toute la partie zone commune qui n'est pas chauffée est considérée comme étant l'extérieur. Exactement. Donc ça, c'est un des petits problèmes. Pour augmenter la LED, il y a 3 astuces où vous êtes sûr à 100% de l'augmenter. C'est souvent dans la ventilation. Ouais. On parlait d'un système du village olympique tout à l'heure. Parfois, certains n'ont pas de VMC et le fait d'en mettre une peut vraiment augmenter la note. Alors attention, ça peut la baisser aussi dans les toutes petites surfaces. C'est les joies des calculs. C'est une question de mètres carrés, on a remarqué ça. Mais par exemple, pour quelqu'un à qui j'ai donné un conseil, qui était un associé, les systèmes d'aide, les travaux, on lui demandait pour augmenter et gagner une lettre, on lui disait à chaque fois un pack de travaux de 25 000 euros. Et là, on a regardé, et avec 1 000 euros, il a augmenté une lettre en mettant cette ventilation. Alors, le top du top, c'est ce qui s'appelle la double flux, c'est-à-dire qu'il va chauffer l'air avant qu'il arrive à l'intérieur et puis expulser le chaud. Donc, c'est du chaud qui rentre et du chaud qui sort. Mais ça, c'est le meilleur de la ventilation. Le plus décrié, mais qui est même le plus efficace pour gagner une LED, c'est aussi le ballon d'eau chaude thermodynamique. En fait, ça va consommer 75% en moins par rapport à un ballon thermodynamique. Électrique, oui. Qui est l'équivalent d'un grille-pain avec de l'eau autour, quoi. Exactement. Et puis, souvent, c'est un moyen d'énergie un petit peu meilleur que les radiateurs. Comme à la PAC, c'est le truc idéal. Mais pour donner un exemple, les DPE-A, on a réussi à les avoir avec des radiateurs. Quand c'est non pas le rez-de-chaussée ni l'appartement tout en haut. Donc c'est possible aussi. Parce que là, c'est si tu as des radiateurs avec inertie thermique et un thermostat central qui permet de gérer la température ou ce genre de choses. C'est ça. Après, il y a plein d'astuces. Il faut bien voir que le DPE ne veut pas dire sa facture. L'ancien DPE, en fait, c'était vraiment à la consommation. Mais il y avait beaucoup d'abus, parce qu'il suffisait que votre locataire soit pas là pendant 3 mois. Du coup, il y avait un super DPE alors que c'était une passoire énergétique. Et l'inverse pouvait être vrai. Donc là, c'est un petit peu plus juste, entre guillemets, mais il y a quand même des grands écarts. Et ça ne prend pas, finalement, plein de choses qui rentrent en compte dans la consommation d'un appartement. Et nous, on a vraiment testé, justement, dans le Lucien, donc un peu sur Angoulême, nos appart-hôtels, où on a essayé d'être le
le plus consommation friendly, on va dire. Ça peut être le thermostat. Et là, vous avez des solutions comme Mon Pilotage Elec, Voltalis, Tico, qui viennent gratuitement vous installer un thermostat. C'est gratuit, hein. Et ça augmente la note de DPE. On mettra les éléments dans la description parce que je pense que c'est super intéressant ça, le thermostat gratos. Il y en a qui seront contents dans l'épisode. Et le CNRS a fait une étude comme c'est un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation énergétique, puisqu'ils disent en moyenne c'est moins 23%. Pourquoi ? Parce qu'on voit sa consommation électrique. Du moment que c'est visuel avec une appli ou autre. Alors après, il y a des moyens de l'afficher comme EcoJoco. Ça s'affiche sur le compteur. Il y a un gros compteur un peu sympa ou autre. Donc le fait de voir sa consommation est un moyen d'accélérer. Alors pour le gaz, c'est possible, mais c'est pas gratuit. C'est un peu plus cher. C'est 5 ou 10 euros par mois. Donc avec par exemple le Engie qui peut Mon Pilotage gaz ou ce genre de choses. Changer la température de son ballon d'eau chaude. Ou ne pas produire en permanence. C'est-à-dire que si vous partez en vacances, vous éteignez au compteur, vous n'avez pas une consommation dite latente. Je vais revenir sur ça pour parler des coupe-veille, parce que c'est la première expérience qu'on a fait. C'est-à-dire que dans la grande coloc, de 2h du matin à 7h, la box Wi-Fi était allumée, la télé elle était en veille, etc. Et tout ça, ça consomme à mort. Et mettre un coupe-veille, c'est-à-dire comme une prise un peu intelligente, ça va être rentable en moins d'1 an. Ça va couper littéralement le bouton en disant on programme une petite horloge qui est sur la prise en disant de telle heure à telle heure tu t'éteins. Après on l'adapte à sa consommation si on est encore plus couche-tard, etc. Mais des choses aussi pragmatiques finalement viennent réduire la consommation. Sur le chauffage, on a souvent tendance à mettre le chauffage des ballons, l'eau chaude, à mettre très très haut, alors que si on le descend un petit peu, on peut vite avoir 10, 15, 20% de réduction sur le ballon. Alors il faut faire gaffe parce que il peut y avoir des questions de maladie. Il ne faut pas mettre 50 degrés parce que ça peut favoriser si c'est lié. Mais à 55, je crois que c'est la limogélose ou quelque chose comme ça, la batterie va être quand même détruite au bout de quelques heures. Donc c'est pas vraiment un souci de mettre à 55 degrés au lieu de 65 ou 70. Donc ça peut être un gain comme ça. Ça peut être, on a été très surpris des appareils électroménagers. Les lettres là, A, B, C, D ou autres. Donc déjà, il y a souvent un problème, c'est que les constructeurs ont tendance à communiquer sur les anciennes lettres. Il y a un vrai flou où il y avait du A+, A++, et ça, ce système, il est arrêté depuis 4-5 ans. Et ils n'ont plus le droit de communiquer. Mais ce qui est vachement plus sympa, parce qu'un A+, ou A++, c'est devenu C. Donc c'est pas bon en fait, A++. C'est mauvais. D'une lettre à une autre, c'est pas juste un peu mieux. Parce que moi, je te jure, ça doit être un petit peu mieux. Ouais. Non, il peut y avoir des gaps de 15-20%. Donc si on prend le meilleur, la lettre A, attention, parce que si dans le référentiel il y a des plus, c'est l'ancien. Entre un A et un C, vous pouvez avoir du 30% de différence d'énergie. Et donc, oui, ça vaut peut-être le coup de mettre les 50, les 100 euros de plus, parce que derrière, on va vraiment le voir sur la facture dans l'année. Donc, c'est pas anodin. Ça peut être aussi sur les lumières. Il y a aussi ce système de lumière. Donc, on a fait ces recherches, par exemple, les lumières sur des spots. On n'en avait pas trouvé à l'époque en France. On a dû les acheter en Allemagne. Parce que spot A, ça n'existait pas sur le moment, c'était difficile. C'est pas évident de trouver des ampoules A d'ailleurs. Une vraie ampoule pour donner un prix, c'est 15 euros. C'est pas 6 euros avec un pack de 6. Ça, vous êtes sûr de consommer à mort, même si c'est des LED. Enfin, ça va, c'est pas consommer à mort parce qu'il y a des LED, on a quand même tellement progressé, mais on n'est pas vers de la consommation quasi nulle. Donc, et là-dessus, tu vois, tout ce que tu nous dis à chaque fois, le surcoût. En fait, là, on parle de l'installation, de l'aménagement essentiellement. Et ça, c'est a priori, du coup, ça coûte pas plus cher que de faire les choses en faisant très, très économique, mais pas forcément performant énergétiquement au moment de l'achat. Tu dis, c'est à peu près équivalent, quoi. C'est à peu près équivalent sur le fait d'acheter un peu plus cher du matériel qui est performant énergétiquement versus
tout installé avec du matériel peu cher mais qui a une performance énergétique moins bonne. Toi, tu trouves que c'est équivalent dans tout ce que vous avez installé? En fait, à chaque fois, c'est quasiment... en moins d'un an, et sachant que dans l'immobilier en général, ou même quand on est en location, on est là pour du temps un peu long, des années. Et là, moi, j'ai été vraiment surpris parce qu'on l'a vraiment mesuré, on a pris du temps à voir... tendre, parce qu'il y avait un intérêt économique en fait, et on est surpris de faire du développement durable. C'est même mieux pour le portefeuille, et je pense qu'il faut le dire, le marteler, parce que il peut y avoir aussi la sanction. C'est-à-dire que contrairement à la sanction, ça peut être une sanction court terme du type j'ai un mauvais DPE, bam, je suis sanctionné et mon bien va perdre de la valeur au fil du temps. Je m'occupe pas de l'environnement. On voit ce qui s'est passé. Le raccourci est un peu violent en Espagne, avec le sol n'est pas perméable, c'est bétonné, donc l'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Mais les problématiques de l'eau, on peut aller un peu plus loin. En France, il y a 100 communes à peu près qui n'ont pas d'eau durant l'été. Ce chiffre va grimper au fil du temps. Et on parle pas de j'ai pas d'eau pour ma piscine, il n'y a pas d'eau au robinet. Et donc la valeur de l'immobilier de ces biens, elle est très facile à calculer, c'est 0. Parce que on peut pas louer en Airbnb ou à sa famille si on n'a pas d'eau, c'est pas possible. Et donc le fait de faire attention à ses ressources, finalement, c'est de faire attention aussi à son portefeuille, mais aussi celui de la société. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de s'en rendre compte, parce que je m'en rendais pas du tout compte avant de faire toutes ces expériences, que c'est extrêmement lié. Et le développement durable, c'est rentable en fait de s'occuper de ces planètes, c'est hyper rentable. Et en termes de... Donc là, sur l'aménagement, je comprends bien. En termes de rénovation, quand vous êtes passé du GAA, que vous passez d'un taudis, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un surcoût par rapport à une rénovation classique? Le fait de faire la rénovation avec l'effort supplémentaire de se dire que tu vas gagner 5 lettres de DPE? Oui, il y a un petit surcoût, ça c'est sûr, surtout si on veut la lettre A. Néanmoins, on n'est pas sur un surcoût extrêmement élevé. On peut avoir on va dire 20-30%, mais on va le retrouver sur la valeur du bien. Et ça va aller de plus en plus loin, parce que le fait d'apprendre à le faire maintenant, pour ceux qui sont un peu investisseurs immobiliers ou qui ont une envie et comme de garder une valeur patrimoniale, il y a cette stratégie nationale bas carbone. Mais les banques sont alignées sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont auditées par la BCE sur leur stock immobilier, les stocks des prêts, qui est souvent assez mauvais, parce qu'on n'est que sur 3% de dits verts, 97% ne sont pas bons, mais elles vont du coup de plus en plus privilégier les travaux qui vont tendre vers le A ou le B, voire bonifier le taux de prêt, et donc au final on s'y retrouve financièrement. Donc il y a... Donc si tu présentes un projet de rénovation énergétique, thermique, etc., tu as quand même plus de chances d'avoir un taux bonifié aujourd'hui, ou c'est pas tout? Si tu vas vers le A ou B, tu peux avoir des taux bonifiés, et surtout tu vas avoir beaucoup plus de chances d'obtenir ton crédit. C'est un peu la partie qu'on comprend pas, parce qu'en fait c'est souvent l'ordinateur qui décide. Mais si l'ordinateur est au courant que après ça sera un DPEB, il va améliorer votre dossier. Et donc ça, c'est à quoi? C'est si tu veux investir, alors que ce soit ta résidence principale ou un logement d'investisseur, c'est au moment où tu vas voir ta banque que tu leur dis moi, c'est ça que j'ai prévu de faire. Est-ce que vous avez des dispositions particulières sur ce genre de projet? Ouais, complètement. Ça va être reçu, votre projet va être reçu d'une manière différente. Il faut trouver la bonne banque pour ça? Est-ce qu'en agence, par exemple, c'est un sujet qui est connu ou... Je dirais qu'à peu près toutes les banques s'intéressent à ce sujet, parce que je le dis, elles sont auditées. Et il va y avoir, au final, ça s'appelle la Green Asset Ratio. Il va y avoir des pénalités et un encouragement à améliorer ça, parce que ça devient un chiffre connu de tous, entre guillemets. C'est public. Il y a un intérêt. La Banque Postale avait commencé dès l'année dernière à faire des publicités télé en disant vous améliorez le DPE, vous avez un meilleur taux. Et on remarque qu'il y a beaucoup, que ce soit dans le métro ou le bus, beaucoup de banques qui commencent à se positionner sur ça. Alors, c'est pas l'eau, la biodiversité, etc. Ça pourrait être encore un peu plus global, mais déjà, sur le côté énergétique, même les banques ont un intérêt à faire ça, à proposer ça, parce que quand elles engagent quelqu'un sur 20 ans, elles prennent une garantie sur l'emprunt, et si le bien perd de la valeur chaque année parce qu'il a un DPE D ou E, du coup, la banque est perdante. Donc, on a un intérêt de plus en plus à pousser les projets un peu verts. Et avoir des porteurs de projets qui disent moi je veux un DPEB, ils en ont quasiment jamais en fait. Donc
Donc, il y a un avantage comparatif à se lancer là-dessus. Carrément. Excellent. Il y a un avantage. Il y a un point sur lequel je voulais qu'on revienne parce que on a parlé effectivement du surcoût qui, à la limite, est assez limité. J'ai l'impression que le frein, et c'est ce que tu me disais avant qu'on démarre cet épisode, il est moins lié au coût de production au stress des artisans qui n'ont pas envie de faire de l'innovation parce qu'ils préfèrent faire des trucs qu'ils savent faire parce qu'en fait, derrière, ils ont une garantie décennale qui les oblige à intervenir s'il y a un truc qui se passe pas bien. Et donc, en fait, ils sont pas du tout friands du fait de tester des trucs chez des clients, des matériaux qu'ils ont jamais essayés, etc. Parce que, en fait, ils se retrouvent à être pieds et poings liés si ça marche pas comme ils voulaient. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça, du coup ? Pour accéder à cette innovation, utiliser des matériaux plus écologiques, mieux recyclés, etc. Il y a plusieurs enjeux. Il y a le côté le côté thermique, en fait, à obtenir la meilleure lettre. On peut l'obtenir avec des produits qui ne sont pas forcément écologiques. Et ça, de plus en plus, il y a des artisans qui se lancent dans le sujet. Et c'est un côté un peu malheureux parce qu'avec le statut RGE, finalement, si on compare entre une société RGE et l'autre qui ne l'est pas, ils n'ont pas forcément plus de compétences. Ayant fait moi-même la formation, on n'y apprend rien. Hein. J'ai rien appris dans cette formation. Des facts, quoi. J'ai pas touché de matériaux. J'ai pas. Ils ont tendance à monter le budget. Par contre, ça, ils savent faire. La difficulté va être d'être bien accompagné, peut-être par un diagnostiqueur un peu mieux câblé dans sa tête, ou peut-être avec des groupes d'investisseurs sur Facebook, ou il y a des groupes centrés sur ça. D'avoir un travail de préparation un peu en amont, d'être sûr de ne pas faire comme beaucoup parce qu'on n'a pas accès à la connaissance de j'isole ce mur et ça va le faire, parce qu'on peut être vachement surpris comme on a été surpris. L'autre sujet qui va être d'utiliser des matériaux plus naturels, en fait faut aller voir les artisans qui s'y intéressent, et là il y a des fédérations comme la CAPEB où il peut y avoir des magasins d'éco-matériaux, et peut-être que là ça va être plus facile de s'y intéresser. Quand je dis éco-matériaux, ça peut être par exemple, je donne un exemple, je vais en citer plusieurs, le gramiterbe, qu'on peut trouver à Leroy Merlin d'ailleurs, il commence à arriver à Leroy. C'est de l'herbe, mais attention, c'est pas de l'herbe qu'ils ont coupé exprès, c'est vraiment de l'extrait de fauge, donc c'était perdu. Ça permet d'être carbone positif parce que finalement c'est de l'herbe, quoi. Et on va pas. Et d'ailleurs, les trucs étonnants, on pourrait se dire, ouais, ça va flamber. Non, ils ont développé tout un procédé, ça résiste au feu. Alors, c'est pour monter les murs ? Ça, c'est pour isoler. Ça peut être, ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui va être des matériaux dits naturels ou renouvelables. Donc, on a ce qui est assez populaire, c'est la fibre de bois, la paille en construction. On commence à avoir de plus en plus de la terre pour les grandes constructions. Donc ça a un peu le vent en poupe, et ça c'est possible. J'ai envie de dire, ouais, aujourd'hui ça se fait souvent avec les isolants. Si c'est pour avoir des innovations un peu en plomberie, des isolants, c'est plus difficile de convaincre les artisans. Là, il vaut mieux aller voir ceux qui sont déjà intéressés, parce que intéresser un artisan qui est pas, c'est compliqué. Après, il peut y avoir... Tu m'avais raconté un isolant que vous avez créé juste en bouteille de plastique recyclé que vous avez rempli de terre. Non, c'était avec une société qui avait eu un avis technique sur le sujet. Ok, c'est pas juste un test en disant tiens, est-ce que ça va marcher ? Par contre, on était parmi les premiers clients et on a été surpris que ça n'a pas marché au début, en fait, parce que ça a gonflé. Et donc ça a poussé le mur, ça a poussé le plâtre, en fait, qui sert du mur. Donc nous, ça nous permettait de faire un peu le test. Est-ce que ce truc-là vaut le coup ? Donc on le met dans un appartement, mais on en a 150. Donc c'est pas grave de tester sur un... En fait, c'est un peu l'avantage comme ça de se regrouper. C'était de se dire, ça coûte combien pour tester sur la qualité de l'air ? 200 €. On a levé ensemble déjà 8 millions d'euros ensemble parce qu'on est 225. C'est pas grave, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de dédramatiser un peu ça. Donc j'ai presque envie de dire, c'est le côté artisan, mais c'est aussi grand public. L'envie de tester, je vais tester ce nouveau toilette, j'ai envie de tester ce genre de truc. Après, il peut y avoir aussi une autre gamme qui peut être à vous de mettre en place des nouvelles solutions, comme par exemple, il y a des peintures à base d'algues, il y a Circo Couleur, qui est une peinture à base de peinture recyclée, justement. Donc ça peut être aussi ça peut être aussi sur les meubles.
quand on n'achète pas des meubles tout prêts, tout synthétiques, c'est tellement pratique. Soyons clairs. Il n'y a que du Leboncoin chez moi. Et ben ça, c'est carbone quasi zéro. Parce que ça existe déjà. Il n'y a pas eu une production supplémentaire pour faire ça. C'est du réemploi. Et là, le réemployer des matériaux pour en faire autre chose aussi, ça aussi, c'est. Ce matin, il y avait une conférence sur le sujet. Il disait on a réussi à avoir 1% de réemploi sur un chantier. Et c'est le truc le plus efficace parce que ça respecte à la fois les limites planétaires. Il n'y a pas tant de ressources que ça. On réutilise et ça part pas à la benne. Donc c'est pas forcément évident, j'ai envie de dire, mais en tapant matériaux écologiques, que ce soit sur Facebook ou sur Google, on peut trouver des trucs intéressants déjà. Et tu mentionnais là juste que vous êtes 225. Alors évidemment, ça donne une force de frappe et une possibilité de tester, surtout si vous avez des corps de métier hyper variés, qui est top. Comment tu as eu cette idée? Où est-ce que vous en êtes? À quoi ça ressemble investir ensemble? Qu'est-ce que ça vous apporte? Tu disais en introduction qu'effectivement, vous aviez pas mal de corps de métiers différents, que vous pouviez vous reposer sur du temps, l'argent investi évidemment de ceux qui rejoignent l'aventure, un peu de leur temps dans l'année, leurs compétences métiers, leurs compétences clés. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça à 200 et pas avec 10 amis? En fait, on a un fonctionnement assez proche d'une coopérative, en fait. Hein. Donc, tout le monde doit donner entre 1 et 5 jours de son temps par an, sur une base un peu volontaire. Et surtout, il faut quelqu'un qui peut nous rejoindre, que c'est pas amener une compétence. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait parler des gens qui ne se parlaient jamais avant. Donc je joue un peu ce rôle de community manager. Ça crée, comme avec le diagnostiqueur, comment expliquer, l'outil de formation. Puis tac, on connecte des informaticiens qui font de la big data, on teste tout ça. Ça peut être... là, on a la chance aussi, par exemple, d'avoir des associés qui ont un handicap. On a un savoir-faire de simplification, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Le cahier des charges qui est hyper costaud pour gérer l'handicap visuel, ça s'est transformé en 8 photos. Et 8 photos, tout le monde comprend que un bouton de lumière blanc sur un mur blanc, en fait, il y a déjà 5-6% de la population qui ne peut pas le voir. Donc, si on veut faire du Airbnb ou autre, même il y a un intérêt stratégique à être plus accessible à plus de gens. Donc, comment ça se passe il y a des événements physiques, ça peut être tiens, on va démolir tous ensemble ce bâtiment, ça peut être tiens, on va tous réfléchir. Exactement. On va tous réfléchir à comment monter un projet. On a fait un appel d'offres, on va voir si on a gagné ou pas à La Rochelle. Ou là, tout de suite, on avait quelqu'un qui était spécialiste pour adapter le logement des seniors, des spécialistes de l'habitat partagé, des gens qui étaient dans les travaux. Des spécialistes en biodiversité en ville ou qui ont travaillé dans des aéroports ou enfin des compétences assez pointues. Et quand on mélange tout ça, c'est comme si on était la société la plus intelligente de France en immobilier. Parce qu'en fait, dès qu'on a un problème, on peut appeler quelqu'un. Et ça, c'est le truc génial. Et avec 10 amis, on est un peu limité. On va faire un projet plus fun ou plus pour nous. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut pousser les curseurs, faire plein d'expériences sociales, des bâtiments avec des styles qu'on n'avait jamais fait ou des idées qu'on n'avait jamais eues. Et ça permet de pousser les curseurs vraiment hyper loin et on apprend en fait. C'est vraiment un truc où à chaque fois, je suis bluffé de tout ce que j'apprends alors que je pensais que j'étais bon, quoi. Et en fait, c'est un contenu qu'on peut pas avoir nulle part parce que le réseau, les petites astuces, il n'y a pas de formation pour apprendre des erreurs des autres. Et en fait, dans l'immobilier, il y a tellement d'erreurs qu'on ne peut pas tous les faire. Donc, c'est intéressant. Vous cherchez quoi encore comme compétences? Si moi, j'ai envie de lancer un podcast pour investir ensemble, est-ce que vous m'acceptez dans l'équipe? Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier, qui est sensible à ces questions environnementales, sociales, qui a envie de donner un peu de son temps pour participer à une aventure collective. Vous avez vraiment des places dispo en ce moment pour rentrer dans l'aventure? Il nous reste entre 8 et 10 personnes. Ok. C'est un process qui n'est pas forcément... c'est pas bonjour, je rentre, voici mon argent. Il y a des fois qu'on était un peu surpris. Il y a 2 ou 3 entretiens qui sont passés avec des gens de la foncière, donc d'autres associés, pour s'assurer qu'on est dans le bon mood, le bon fit, qu'on a bien compris, qu'il n'y ait pas de surprise en fait.
La somme est assez élevée, on est entre 35 et 100 000. 35, c'est quand même assez costaud. Ça permet de payer un peu les frais de notaire pour un immeuble, en quelque sorte. Ouais. Et 100, ça permettait qu'il n'y ait pas un associé beaucoup, beaucoup plus fort que les autres. Donc, c'est un côté très communautaire. Là, par exemple, le 30 novembre, on se regroupe tous les nouveaux, pour faire une journée de conférence sur tout ce qu'on a appris sur l'eau, la biodiversité, le bas carbone, etc. Pour se partager les infos vraiment entre nous, avec plein d'intervenants, et ça va être super cool. Trop bien, excellent. Merci beaucoup pour tout ça. Bon, si vous avez des infos, où est-ce qu'on te contacte d'ailleurs? LinkedIn, Frédéric Pedro? Oui, c'est un bon moyen. Après, il y a aussi le site investir-ensemble.com. Ok, parfait. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais qu'on revienne parce que je trouvais l'anecdote géniale et on n'en a pas trop parlé. Quand on fait de l'investissement où on essaye d'avoir un impact, alors qu'il soit écologique, qu'il soit le fait de travailler en coopérative, c'est des modèles économiques qui me parlent énormément, qui ressemblent vraiment à ce qu'on imagine d'un joli monde demain. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres facteurs, et il y a notamment les facteurs de formation, d'éducation, de sociaux. Et tu m'avais raconté une anecdote sur Sur la fresque Ouais, c'est ça, sur le choix que tu donnes à tes locataires dans certaines situations et du retour que tu as. Et je trouvais ça super marrant. Est-ce que tu peux me la raconter à nouveau? Oui, en fait, on a fait plein de projets pour essayer d'impliquer des locataires. Par exemple, à Niort, on a été content pendant une année. Le directeur de la transition écologique est venu vivre avec les jeunes pendant un an aussi pour se rendre compte. Donc, on essaye de les impliquer. Il y a eu des implications qui ont marché ou pas marché, du type on a livré des légumes AMAP. Bah tiens, on fait découvrir, c'est livré, c'est cadeau. Et petit à petit, je m'étais dit, bah tiens, on a levé, entre guillemets, une armée d'associés qui sont souvent cadres ou entrepreneurs, mais ça serait pas mal de démultiplier ça en levant l'armée des locataires. Et je me suis dit, waouh, une idée géniale, ça serait au moment chaque année d'augmenter le loyer, de proposer aux locataires de ne pas augmenter le loyer en échange. Le proposer de lui subventionner, hein, en gros. Ce qui était bien, c'est que pour l'investisseur, ce n'est pas une douleur. Pour beaucoup, ils n'ont pas même pensé à augmenter le loyer. C'était pas prévu dans le business plan. La banque n'a jamais calculé ça dans les chiffres et tout. Donc je lui dis, mais c'est pas mal, c'est pas une douleur. Et puis, c'était de dire, voilà, vous venez boire un chocolat chaud avec des jeunes du même âge que vous dans un moment ultra sympa et vous allez faire une fresque du climat. Et donc, on a appelé beaucoup de locataires, on a envoyé un courrier, des SMS, etc. Et puis, on en a eu 1 sur 30 qui est venu. Ça a été vraiment une grosse désillusion parce que je m'attendais à ce que ça marche du feu de Dieu et de dire, demain, on va voir toutes les autres agences, on fait une grande opération et puis peut-être qu'on replante des arbres ou un loyer pour le climat, quoi. Un truc un peu comme ça. Et gros échec. Les gens préféraient payer et ça nous a amené même des problèmes. C'est l'équivalent de 10 € par mois en plus qui préféraient payer? C'était plus que ça parce que ça arrivait à 200 € à l'année et on disait le chiffre à l'année en plus. On disait pas 10 €, on disait bam, c'est donc ça fait du 15 quoi à peu près. Et peut-être que c'était une cible assez jeune parce que c'est peut-être papa, maman qui paye. Peut-être qu'il faisait beau. On peut trouver plein de raisons, mais ça nous a un peu perturbés. J'ai pas encore trouvé la solution de les impliquer davantage. On essaye, mais c'est le truc où c'est le plus dommage en fait, parce que vous en avez combien des locataires aujourd'hui? On en a en tout une centaine. Ok. Bon, si parmi les auditeurs, il y en a qui ont des idées pour activer une communauté de locataires, pour pouvoir avoir une communauté d'investisseurs, une communauté de locataires qui se réunissent, qui font des projets écologiques ensemble et qui essayent d'améliorer tout ça, n'hésitez pas à nous les partager. Ces ça idées. Serait super. Donc vous pouvez nous les partager sur Spotify, sur Apple Podcast, sur LinkedIn, sur le site d'Investir Ensemble via la rubrique Contact. N'hésitez vraiment pas, on est en recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces thématiques de recherche. On n'était pas obligé de faire ça. Et sans arrêt, on revient avec des idées, des possibilités. Et
Et au final, ça ouvre bien les chakras, en fait. Il y a souvent plein de rendez-vous que j'ai où je rencontre des gens qui candidatent chez nous et ils sont abonnés à telle revue, ils connaissent tel contact, et ça ouvre pas mal les chakras, ils bout des idées et c'est super. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. On avait prévu un épisode de 40 minutes parce que tu as un train à aller prendre et ça fait 1 heure qu'on enregistre, donc il va falloir qu'on avance très très vite. C'est cool. Merci beaucoup d'être Merci passé à tous. dans le podcast. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment de mettre des étoiles sur votre appli de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Mettez-nous aussi des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, pour nous donner des commentaires, des retours. Ça nous aide énormément à avancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve d'ici une petite dizaine de jours pour un nouvel épisode. Salut! Salut! Ciao Frédéric. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.